Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle matinale RSM. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore notre format, les matinales RSM, ce sont des webinaires qu'on vous propose le vendredi matin et qui nous permettent d'aborder l'actualité de vos entreprises et vos enjeux, donc qu'ils soient social, fiscal, financier euh, ou RH. Et on se retrouve aujourd'hui pour une thématique orientée RSE et financement durable, puisque nos intervenants aujourd'hui vont vous parler Green Bonds, comment financer la transition de votre entreprise avec le nouveau standard EU Green Bonds. Et donc, avant de laisser la main à nos experts du sujet, quelques mots très rapidement sur le réseau RSM. Donc, nous sommes un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. En France, nous sommes un réseau de proximité puisque nous sommes présents dans les principaux pôles régionaux et nous sommes également présents à l'international puisque nous sommes le 6e réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Donc nous sommes présents dans plus de 120 pays et je dirais que nos différents métiers nous permettent de couvrir un large spectre de sujets concernant vos structures et donc de vous apporter les éclairages nécessaires. Mais je n'en dis pas plus et je laisse à présent nos experts se présenter et vous parler du sujet qui nous réunit ce matin. Merci beaucoup et à toutes, merci de votre présence. Donc pour continuer dans les présentations d'RSM, je vais me présenter très rapidement. Vincent Valette, donc moi je suis manager climat et finances durables au sein du cabinet RSM qui a une équipe dédiée au sujet RSE et finances durables et donc qui intervient à la fois sur des sujets stratégiques, de conseil, d'organisation et également d'audit. Le cabinet RSM est accrédité par le COFRAC pour intervenir en tant qu'organisme tiers indépendant et pour valider les informations extra-financières des entreprises. Et donc, en ce qui me concerne, et avec Denise qui présente le sujet aujourd'hui avec moi, je suis responsable de l'accompagnement des acteurs du secteur financier sur ces sujets-là, et en particulier sur l'émission des obligations vertes. Voilà, je vais laisser Denise se présenter rapidement. Bonjour à tous, donc Denise, consultant finance durable. J'ai eu une grosse expérience bancaire sur la gestion des risques et sur la structuration de produits financiers durables. Et j'aide avec Vincent aussi sur les sujets SFDR et taxonomie. Voilà, donc on a aujourd'hui prévu de vous présenter les grandes tendances en termes d'émissions d'obligations vertes, et donc avec un programme qui se structure autour de 4 parties. Une première partie où on va revenir sur les grands enjeux de durabilité et les sujets de développement durable et voir dans quelle mesure c'est des sujets importants pour les stratégies de financement des entreprises. On reviendra ensuite sur les grandes lignes d'un nouveau standard qui vient d'être approuvé au niveau européen, qui est le standard des obligations vertes européennes. On décryptera tout ça dans une troisième partie avec les grandes caractéristiques de ce standard. Et puis, on essaiera de conclure avec les éléments plus opérationnels pour des entreprises qui souhaiteraient avoir recours à ce type de financement pour voir quels sont les grands sujets à avoir en tête pour se préparer. Mais donc, avant de commencer, on va faire un petit sondage pour en savoir un peu plus sur vos besoins et sur vos stratégies en termes de financement et notamment si vous avez prévu d'avoir recours à des obligations vertes ou des financements durables. Donc, vous devriez avoir un sondage qui vous apparaît, auquel vous pouvez répondre. Alors, pour le sondage, voilà, je vois que certains l'ont déjà trouvé, mais voilà, c'est dans le petit onglet juste en dessous de votre chat participant. Donc, on va patienter un peu. Je vois qu'il y a déjà 2 réponses.
Voilà, donc on a 50-50 entre oui, mais nous avons besoin d'orientation et non, donc c'est pas dans les projets. On va de toute façon revenir sur les grandes caractéristiques de ces types de financement, en espérant que on pourra y voir un peu plus clair sur ce que c'est. Et donc, avant de rentrer dans ces sujets-là, comprendre que on entend parler beaucoup aujourd'hui, les sujets de développement durable, de durabilité deviennent de plus en plus importants pour les entreprises, jusqu'au point où ça devient un enjeu central pour la stratégie des entreprises, avec plusieurs éléments à prendre en compte, notamment des enjeux environnementaux. Et donc, on parle beaucoup du changement climatique, notamment avec la COP 28 qui est en cours de réalisation en ce moment. Mais il y a également des enjeux plus d'ordre sociaux avec la qualité de vie au travail, le bien-être des salariés, qui sont également des éléments à prendre en compte dans la stratégie des entreprises. Et puis enfin, des enjeux de gouvernance. Et donc là, on retrouve l'acronyme ESG avec des sujets de gouvernance comme la transparence ou l'éthique des affaires. Et là où ça devient un enjeu central pour les entreprises, c'est que donc, tous ces sujets qui sont d'ordre plutôt extra-financier vont également avoir des impacts financiers pour les entreprises sous forme d'opportunités ou de risques et peuvent donc occasionner voilà, l'ouverture de nouveaux marchés ou l'augmentation des coûts. Et donc, on voit que les enjeux de durabilité deviennent de plus en plus critiques pour les entreprises. Ils sont d'autant plus critiques que là et tous les processus de transition écologique demandent des investissements très importants. Rien qu'à l'échelle de la France, en fait, on parle d'environ 66 milliards d'euros. De besoins d'investissement supplémentaires par rapport à ce qui est aujourd'hui investi dans les différents secteurs, entre le bâtiment, l'énergie, l'agriculture. Et donc, c'est des besoins d'investissement qui sont assez conséquents et dont les entreprises vont avoir besoin de trouver des nouveaux types de financement. Et c'est tout le sujet justement de ces nouveaux financements durables qui sont apparus déjà depuis plusieurs années. Et donc, avant de rentrer dans le nouveau standard des obligations vertes européennes, on voulait refaire un point sur les différents types de financement qui existent aujourd'hui. Et donc, on distingue déjà deux grands types de financement durables. Des financements d'abord qu'on appelle fléchés, qui vont consister en fait à financer des projets bien précis et qui vont être considérés comme durables ou comme vertueux d'un point de vue environnemental ou social. Et donc, c'est des financements qui vont prévoir des critères d'éligibilité des projets qui vont pouvoir être financés ou pas. Et donc voilà, on est vraiment sur des projets, sur des financements très orientés. Et la deuxième catégorie de financement, on va parler plutôt de financement indexé, qui vont en fait servir à financer l'ensemble de l'activité de l'entreprise. Et donc, on n'aura pas un fléchage précis, enfin spécifique vers des projets concrets. Mais on va financer l'ensemble de l'entreprise sous réserve en fait de définir certains indicateurs extra-financiers. Et donc, par exemple, là, on peut avoir la réduction des émissions de l'entreprise, la réduction du taux de fréquence d'accidents du travail. Et ces indicateurs vont être suivis dans le temps et dans la durée du financement. Vont prévoir une variation, un ajustement des taux d'intérêt. Donc voilà, c'est des conditions qui sont définies en amont avec la banque ou avec les investisseurs et l'entreprise, et elle permet donc d'améliorer légèrement les conditions de financement des entreprises. Et donc, dans ce contexte, on voit que ce type de financement bénéficie d'une croissance assez forte. On a, sur le dernier semestre 2023, une croissance des émissions d'obligations vertes en France de l'ordre de plus de 30%. Et donc, la question qui se pose, c'est
pourquoi est-ce que on a ce tel succès, on va dire, de ce type de financement. Et donc une des premières réponses, c'est de voir qu'il y a des avantages à la fois pour les émetteurs, pour les entreprises, mais également pour les investisseurs ou pour les financeurs. Du côté entreprise, c'est une façon d'abord de diversifier sa base de financement et donc d'avoir accès à des financeurs plus variés. Un deuxième élément, c'est également une manière pour les entreprises de communiquer et de valoriser la stratégie environnementale qui a été mise en place. Et puis, je le disais à l'instant, il y a également un certain intérêt financier, même si on reviendra tout de suite après dessus, d'avoir recours à ces financements dans la mesure où on peut avoir des conditions légèrement plus avantageuses. Et puis en ce qui concerne les investisseurs ou les financeurs, c'est également la possibilité pour eux d'investir en fonction de leur stratégie de durabilité et donc de répondre aux préférences qu'ils peuvent avoir sur ces sujets-là et donc de financer des activités plus durables. Et puis c'est également la possibilité pour eux d'être plus transparents, puisque là ils ont un fléchage des fonds vers des projets ou vers des entreprises qui s'engagent en faveur de la transition. Alors, si on fait un focus maintenant sur les obligations vertes, avant de rentrer dans le nouveau standard qui a été défini à l'échelle européenne, on voit qu'en fait, il s'agit aujourd'hui d'un marché qui est en phase de structuration, qui a été surtout organisé autour de principes de place, essentiellement anglo-saxons, mais qui n'a pas de cadre réglementaire en tant que tel. Et donc, ces grands principes, en fait, consistent à publier un framework ou un cadre d'émission qui permet en fait de définir les critères d'éligibilité qui vont être utilisés pour ces émissions, qui vont donner lieu également à une vérification externe de la part d'un auditeur ou d'un vérificateur. Et puis, ces grands principes prévoient également la publication d'un qui va communiquer sur l'allocation des fonds, projet par projet, et puis sur les indicateurs qui auront été définis. Pour autant, on voit que en l'état, le marché fait l'objet de risques d'accusations ou de critiques. On voit notamment des commentaires sur la fiabilité des critères d'éligibilité qui sont définis par les entreprises, qui restent encore largement à leur discrétion. Un deuxième point, c'est également de voir qu'il y a des secteurs jugés sensibles ou émissifs qui ont également recours à ces financements-là. Et donc, ça amène à se questionner sur la pertinence des obligations vertes. Et puis un dernier élément où, sur certaines opérations, on constate que les conditions financières octroyées par les investisseurs ne sont pas si avantageuses que ça, et donc il n'y aurait pas un avantage si significatif pour les entreprises. Et donc, c'est dans ce contexte-là où en fait le marché des obligations vertes est peu réglementé, que l'Union européenne a décidé de proposer un nouveau standard d'obligations vertes européennes. Donc, je vais laisser la parole tout de suite à Denis pour vous présenter ces différentes caractéristiques. Merci Vincent. Comme l'a précisé Vincent, l'Union européenne a décidé de s'approprier le sujet en proposant sa propre norme. Cette norme est un règlement à caractère volontaire, c'est-à-dire qu'on pourra décider s'aligner avec ou non. Donc notre Green Bond s'appellera EU Green Bond. Elle repose notamment sur la taxonomie verte, puisque les critères d'éligibilité pour financer avec des EU Green Bonds doivent répondre aux critères de la taxonomie.
et reprend des aspects des pratiques de place, puisqu'une évaluation indépendante doit être réalisée avant l'émission, puis de manière régulière jusqu'à maturité. L'objectif étant d'accroître la transparence et la crédibilité sur le marché des obligations. Avant de se lancer dans un décryptage, vous l'aurez compris, il faut donc bien comprendre ce qu'est la taxonomie verte. Et je vous propose donc un petit focus rapide. La taxonomie verte, c'est un système de classification des activités économiques qui, si elles respectent les critères de la taxonomie, sont considérées comme durables. Il y a donc 6 objectifs qui apparaissent devant vous. Donc, pour dire quelques mots sur les objectifs, le premier concerne l'atténuation au changement climatique, donc c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et celui-ci a pour objectif de réduire à peu près 90% des émissions de l'Union européenne. Le reste s'attaque plutôt à la protection de l'environnement, de la biodiversité, des ressources en eau. Et concrètement, comment ça fonctionne la taxonomie? Donc, il y a une première étape qui s'appelle l'analyse d'éligibilité, qui consiste tout simplement à vérifier que notre activité, notre business model est conforme à la description des activités qui est faite dans les actes délégués. Il y a aussi des codes NAS pour nous deux qui sont donnés à titre indicatif. Il y a une deuxième étape qui est l'alignement. Donc, il y a 3 conditions à remplir. Le respect des garanties minimales sociales. Donc, c'est vérifier que les droits humains, la corruption soient gérés tout au long de mon activité ou de mon projet. La contribution substantielle, qui sont en fait des critères techniques d'impact positif. Et le DNSH, Do Not Significant Harm. Et là, c'est plutôt l'idée de dire qu'une activité qui a un impact positif ne peut pas avoir un impact négatif. Donc, l'exemple qu'on donne souvent, c'est dire que si on construit un champ éolien, mais qu'on a détruit une forêt pour le construire, dans ce cas-là, notre activité ne peut pas être considérée comme durable. Enfin, il y a une troisième aspect, mais seulement pour les entreprises qui sont soumises à la publication de DPEF aujourd'hui et CSRD demain, qui est la publication de ratios d'alignement et d'éligibilité avec son chiffre d'affaires, CAPEX et OPEX. Ce que nous voyons, c'est qu'en fait, les EU-GBS viennent renforcer le cadre réglementaire européen lancé grâce au Pacte vert. On a d'un côté, pour les acteurs des marchés financiers, la SFDR, et de l'autre côté, la CSRD pour les entreprises non financières qui les oblige à plus de transparence. Les deux reposent sur la taxonomie verte, eux aussi. Et donc, en faisant cet exercice de transparence, c'est aussi l'occasion de faire une sorte de constat d'état des lieux sur le niveau de durabilité. Et donc, grâce aux EU Green Bonds, on peut facilement financer les activités les plus durables ou aider les entreprises vers la transition. Avant de rentrer plus en détail sur les obligations vertes, je vous propose de faire un petit point d'étape sondage et de voir après quel est votre niveau de connaissance de la taxonomie verte. Très bien, je vois que le sondage est fini. Bon, apparemment, la plus grande partie de l'audience a au moins entendu parler de la taxonomie, ce qui est plutôt une bonne chose. Une personne a répondu inexistant. Bon, bah voilà, je pense que vous pourrez le Google après notre présentation. Donc, je vous propose de rentrer plus amplement dans les EU Green Bonds.
Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'identifier les aspects les plus importants du règlement EU Green Bond Standard. Et pour nous, c'est ces 4 aspects qui ressortent. Il y a aussi d'autres critères plus techniques. On n'a pas voulu vous noyer, et donc on vous propose de retenir ces 4 grands aspects. Et on va essayer à chaque fois de vous donner quelques petites clés. On a donc l'utilisation des produits des obligations vertes, la clause d'antériorité, le plan d'investissement et le reporting continu et vérifié. L'utilisation des produits, en fait, une obligation EU Green Bonds ne pourra être utilisée que pour financer certains types d'actifs, donc des actifs corporels et incorporels, des dépenses d'investissement, des dépenses d'exploitation, ainsi que des actifs financiers, en faveur d'activités alignées avec la taxonomie verte. C'est pas un alignement de l'allocation des fonds à 100%, puisqu'il y a une certaine flexibilité de 15% pour gérer des exceptions bien spécifiques. Et ces exceptions-là sont de 2 cas. Le premier cas, c'est si l'activité est partiellement couverte par la taxonomie, dans le sens où les critères techniques ne seraient pas encore fixés, ou alors dans le cadre d'activités de soutien à des programmes internationaux avec l'ONU ou des choses. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, donc, c'est que mettre en place la taxonomie verte pour vous, futurs émetteurs, et que il y a aussi certaines activités qui sont bénéfiques pour l'environnement, mais qui ne sont peut-être pas encore incluses dans la taxonomie. Donc, émettre des green bonds, des EU green bonds ne sera peut-être pas pertinent dans ce cas-là. Deuxièmement, on a la clause d'antériorité. Ce qu'il faut comprendre avant que je vous explique cette clause, c'est que la taxonomie est amenée à être évolutive. Certains critères vont être plus stricts, d'autres activités vont être rajoutées. Et donc, le règlement EU Green Bond Standard prévoit ce cas. Et il y a pour ça donc 2 cas. Si les fonds ont déjà été alloués, eh bien, votre projet reste vert et votre EU Green Bonds reste, vous pouvez garder l'appellation. Si les fonds n'ont pas encore été levés, dans ce cas-là, alloués, l'émetteur a un horizon de 7 ans pour s'aligner avec les nouveaux critères ou actualiser son plan d'investissement. Et ce réalignement doit faire l'objet d'une vérification externe. Donc, la clause d'antériorité est là pour protéger les fonds qui ont déjà été alloués, mais ça implique aussi, si vous faites des EU Green Bond Standard, de faire un effort de veille supplémentaire, ce qui peut induire des coûts. On a ensuite, voilà, nous, notre conviction chez RSM, c'est que les green bonds et même les produits financiers durables, de manière générale, sont des accélérateurs de la transition. Et donc, ça tombe bien parce que l'Union européenne a intégré ce cas-là, dans le sens où si on lève des fonds pour des dépenses d'investissement et d'exploitation avec des activités qui seraient éligibles mais non alignées avec la taxonomie verte, dans ce cas-là, on peut utiliser les EU Green Bonds avec 2 conditions, bien sûr. C'est que l'émetteur fixe une échéance avant la maturité de l'obligation pour s'aligner avec le critère manquant, que ce soit les garanties minimales sociales ou la contribution substantielle, ou les NSH. Et 60 jours après cette échéance, il obtient une validation par un vérificateur externe, encore une fois, que ces dépenses-là ont effectivement permis l'alignement. Donc, c'est un prolongement de la clause d'antériorité, mais cette fois, on va dire que c'est le cas où vous savez que vous n'êtes pas aligné, donc c'est prévu, contrairement à l'autre cas où je vais présenter, où c'était un peu subi et le critère changeait. Enfin, le dernier aspect important, c'est donc le reporting continu et vérifié. En tant qu'émetteur de EU Green Bonds, il y a 3 documents que vous devez publier. C'est l'examen pré-émission, donc c'est un document à faire avant l'émission de votre obligation, qui présente tout simplement le contexte, votre stratégie environnementale, donc pourquoi vous faites ce EU Green Bonds et les projets ou activités que vous envisagez de financer. On a ensuite le rapport d'affectation. Donc là, c'est au moins une fois par an, qui consiste tout simplement à communiquer avec vos investisseurs comment vous avez utilisé les fonds à l'instant T et s'ils sont conformes avec les différents plans d'investissement ou clauses
que vous avez appliqué. Enfin, on a le rapport d'impact qui est à publier au moins une fois durant la maturité de l'obligation. Et donc, c'est juste présenter les impacts environnementaux positifs et négatifs. Il faut présenter aussi les méthodologies et les hypothèses de calcul de ces impacts et les impacts sociaux, le cas échéant. Donc, en fait, ce que ces documents permettent, c'est un peu de standardiser afin d'améliorer la comparabilité entre, par exemple, entreprises du même secteur et d'améliorer la transparence pour les investisseurs et les parties prenantes. La dernière composante qui est assez nouvelle par rapport aux pratiques de place, c'est que ces documents-là devront être vérifiés par un évaluateur externe, mais que les évaluateurs externes seront inscrits auprès de l'ESMA, donc l'autorité européenne des marchés financiers, qui vérifiera la robustesse et la fiabilité des processus de revue afin de créer une certaine harmonisation. Et en fait, cette règle, elle vient un peu d'une critique qui est faite auprès des agences de notation extra-financière qui réalisent des missions de SPO, Second Party Opinion. Et donc, c'est elles qui ont un peu ce rôle de vérificateur sur les pratiques de marché, mais elles sont assez critiquées vu que leur méthodologie est un peu opaque. Là, au moins, on a un régulateur qui vérifiera que les méthodologies sont les mêmes pour tout le monde et qui sont robustes. Ceci toujours dans l'optique de renforcer la transparence et la confiance des investisseurs. Je laisse la main à Vincent pour conclure. Oui, donc merci Denise. Donc on vient de voir que ce nouveau standard prévoit beaucoup de nouvelles caractéristiques et complexifie un peu les émissions par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, toujours dans l'optique de renforcer la transparence des opérations et s'assurer qu'on finance vraiment des activités durables. Et donc, pour une entreprise qui se pose la question d'avoir recours à ce type de financement, on considère qu'il y a plusieurs éléments à avoir en tête pour bien se préparer justement à rentrer dans les clous, on va dire, de ce nouveau standard. Et donc, vous l'aurez compris, un premier élément, c'est d'abord de bien prendre en main le vocabulaire qui est lié à la taxonomie verte et donc d'avoir des ressources en interne pour mettre en place toutes les procédures de remontée d'informations et d'analyse des activités au prisme de la taxonomie verte, qui va être un prérequis essentiel avant de pouvoir émettre des obligations vertes européennes. Un deuxième élément qui touche plus à la stratégie de l'entreprise, c'est de voir en quoi la taxonomie permet de structurer et en quoi elle peut être intégrée à la stratégie globale de l'entreprise, notamment en termes RSE et de durabilité. Et dans la mesure où on parle d'un outil de financement qui doit également répondre à la stratégie globale de l'entreprise. Un troisième élément, toujours autour de la taxonomie, Denise en a parlé, on parle ici d'une réglementation qui a vocation à évoluer dans le temps et donc il faut pouvoir au niveau de l'entreprise en interne développer des ressources qui puissent suivre l'évolution des critères de cette norme pour s'assurer qu'au fil du temps, les activités de l'entreprise pourront toujours être financées via ces de financement. Et puis un dernier point, c'est également d'avoir une vision prospective et de planifier les besoins de financement, et notamment les besoins qui vont être liés à des activités ou des projets qui pourront être considérés comme alignés. Et ici, il faut aussi s'assurer d'avoir une certaine taille critique en termes de projets ou d'activités à financer pour justement couvrir les coûts de structuration et mettre en place toutes les procédures nécessaires. Et donc pour conclure finalement, très rapidement en résumé, donc c'est ce nouveau standard d'obligations vertes européennes, comme le disait Denise, constitue un standard volontaire et donc chaque entreprise aura le choix d'émettre des obligations vertes qui pourront être labellisées obligations vertes européennes. Ça va être des financements qui vont très directement s'intégrer dans le Green Deal européen et donc vont bénéficier d'une visibilité
importante. Une caractéristique essentielle, comme on l'a dit, ces obligations vertes à qui devront être alignées avec la taxonomie verte. Un troisième élément, c'est également que le rôle du vérificateur externe va être central tout au long de la vie de ces obligations vertes, à la fois à l'émission et puis jusqu'à la fin de l'obligation. On n'en a pas parlé, mais en termes de calendrier, le règlement européen de ce nouveau standard vient tout juste d'être publié la semaine dernière au journal officiel de l'Union européenne. Ce qui nous amène donc à une entrée en vigueur 12 mois après cette publication, donc c'est-à-dire d'ici fin 2024, ce qui permet justement aux entreprises qui souhaiteraient avoir recours à ce type d'obligations vertes de pouvoir s'organiser, de se structurer en interne pour s'assurer qu'elles vont pouvoir répondre aux critères définis dans la norme. Par ailleurs, on considère chez RSM, et je crois que c'est un avis assez partagé au niveau du marché, que ce nouveau standard permet de répondre en grande partie, voire complètement à toutes les critiques qui ont été faites, qui peuvent être faites au niveau des obligations vertes. Et donc, on parle ici vraiment d'un référentiel robuste qui limite les risques de greenwashing. Et puis enfin, par rapport aux différents types de financement durable dont on a parlé au tout début de la présentation, l'Union européenne pose déjà les bases pour étendre ce nouveau standard à d'autres types de financements, des financements indexés, type Sustainability Linked Bond. Et donc, c'est aussi une porte ouverte pour les émetteurs ou les entreprises qui souhaiteraient financer d'autres types d'activités via d'autres types de financement. Et donc, voilà, je l'ai dit, en conclusion, il s'agit d'un nouveau référentiel, mais qui a vocation à devenir un référentiel primordial pour le secteur et pour le marché des obligations vertes. Et donc, toute entreprise qui souhaite avoir recours à ces obligations peut avoir un intérêt à s'intéresser à ce nouveau standard. Et donc justement, en réponse à cet intérêt, on a une dernière question et puis on passera ensuite aux échanges avec la salle, de savoir, nouvelle question dans le sondage, pour un peu connaître l'intérêt que vous pouvez avoir par rapport à ce nouveau standard. Donc, voilà, je pense que le sondage est lancé, effectivement. Voilà. Dernière question qu'on vous pose, et ensuite ce sera à vous de nous poser des questions. Exactement. Et donc, on a plusieurs réponses, et donc notamment des gens qui déclarent y réfléchir. Donc, c'est vrai qu'étant donné le calendrier, on est encore en amont de l'entrée en vigueur concrète de cette norme, et on l'a vu, l'importance de la taxonomie fait qu'il y a une phase de préparation qui peut être importante, et donc je pense qu'on est dans le bon timing pour en effet commencer à y réfléchir.
Voilà, je vous remercie. Je pense qu'on va pouvoir passer, Aurélien, aux questions avec la salle. Tout à fait. Mais déjà, merci à tous les 2 pour, votre présentation, très claire et très éclairée sur le sujet. Alors, on a d'ores et déjà une question d'Estelle qui nous demande: «Y a-t-il prévu d'y avoir une convergence entre le rapport d'impact d'affectation et la CSRD?» Je vois que les gens aiment bien se compliquer la tâche. Non, je dis ça parce que il n'y a pas forcément de convergence écrite dans le règlement entre les rapports d'impact d'affectation et la CSRD. Mon avis personnel, c'est qu'on est déjà en train de lier la taxonomie verte et le EU Green Bonds. La taxonomie verte qui est en soi un processus assez lourd pour l'avoir un peu pratiqué. Et donc, vous pouvez, de façon volontaire, lier, bien sûr, ces documents-là avec les data points de la CSRD. Mais je pense que si déjà vous arrivez à bien appréhender la taxonomie et sortir des impacts qui sont de l'ordre, on va dire, évidentes, comme la réduction de CO2, la production d'énergie renouvelable, voilà, pour vous donner un exemple, il n'y a pas forcément besoin de tout de suite faire le lien avec la CSRD. Merci beaucoup pour ta réponse. Alors, on n'a pas une question, mais on a Elisa qui nous dit: «Merci, c'était très clair». Merci Elisa. Merci, Donc Elisa. si les autres participants ont d'autres questions, n'hésitez pas. Juste pour compléter sur la réponse de Denise à la question d'Estelle, comme Denise le précisait aussi dans le cours de la présentation, les entreprises qui vont être soumises à la CSRD vont également avoir besoin de publier les informations taxonomie. Et donc, je pense que là, il y a quand même un gain de temps dans la mesure où une entreprise qui est éligible à la CSRD aura de toute façon besoin de mettre tout en place pour répondre aux exigences de la taxonomie et donc sera en très bonne posture pour émettre des obligations vertes européennes également. Merci Vincent pour tes précisions. Alors, on n'a pas d'autres questions. Après, comme vous avez dû le voir dans le chat, Enzo vous a... Alors, on a une autre question d'Estelle. Pourra-t-on avoir le support de présentation? Alors, il est en principe téléchargeable dès à présent. Et je vous disais que Enzo, notre modérateur, vous a également mis un lien pour nous renseigner vos coordonnées si jamais vous souhaitez être recontacté par nos experts pour peut-être échanger de façon un petit peu plus spécifique et individuelle avec vos problématiques, enfin autour de vos problématiques en tout cas. Eh bien, écoutez, je pense qu'on n'a pas d'autres questions pour l'instant. Eh ben, je pense qu'il nous reste à vous remercier pour votre participation. Je remercie également nos intervenants pour cette présentation. Alors, Elisa nous demande, avez-vous des exemples d'entreprises particulièrement concernées par l'émission de Green Bonds? Oui, alors aujourd'hui, on parle vraiment d'obligations vertes, hein, donc des obligations qui vont être tournées vers des projets durables d'un point de vue environnemental. Et donc, on aura en premier lieu des entreprises qui vont être très actives sur des sujets type énergie, bâtiment, gestion de l'eau, par exemple. Donc des entreprises qui vont être très en lien avec les 6 objectifs, notamment de la taxonomie verte. Mais potentiellement, on peut avoir tout type d'entreprise, tout secteur confondu, qui peut avoir un projet très particulier qui va rentrer dans le cadre aussi de la taxonomie. Donc, ça peut très bien s'adresser à tous les secteurs de l'économie. Merci beaucoup.
Eh bien, on n'a pas d'autres questions, sauf si jamais une dernière intervient. Mais en tout cas, merci à tous et on reste à votre écoute pour d'éventuelles questions ou Exactement. besoins. N'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous et Merci. Merci très à bonne journée. tous. Bon week-end. Merci, Bonne au revoir. journée. Au revoir.